Une année, 12 mois, et pourtant, une éternité de football. On a vu des légendes revenir là où tout avait commencé. On a vu des clubs briser des malédictions vieilles de plusieurs décennies. On a assisté à des sacres inattendus, des chutes brutales, des renaissances inespérées. On a vu des champions tomber, d'autres se relever, des jeunes exploser, des anciens partir pour toujours. 2025, c'était aussi l'année des révolutions, des nouveaux formats qui ont bousculé les habitudes, des modèles économiques qui ont changé la donne, des compétitions qui ont redéfini le football moderne. Mais c'était surtout l'année où le football nous a rappelé pourquoi on l'aime tant. Pas pour les statistiques, pas pour les polémiques, mais pour les histoires, pour l'humain derrière le joueur, pour l'émotion derrière le résultat. Mais avant que 2026 n'écrive ses propres pages, il est temps de se souvenir, de revivre et de célébrer ce que 2025 nous a offert. Vous êtes prêts ? C'est parti. Le 31 janvier 2025, le football a vécu un moment rare. Un de ces instants où l'argent, la gloire, les contrats mirobolants, tout s'efface. Où seul compte une seule chose, revenir à la maison. Neymar Junior rentrait au Santos FC. 12 ans après son départ de Barcelone, l'enfant prodige de la Villa Belmiro revenait là où tout a commencé. À 32 ans, le corps marqué par une grave blessure au ligament croisé, Neymar a fait un choix. Pas celui de l'argent, pas celui de la facilité, mais celui du cœur. Dans une vidéo devenue virale, il déclarait simplement « Santos n'est pas juste un club, c'est ma maison, mes racines, mon histoire ». Son passage en Arabie Saoudite à Al Hilal s'était transformé en calvaire. Peu de matchs, beaucoup de blessures, et cette sensation d'être ailleurs. Alors, il a rompu son contrat, pris son ballon et est rentré chez lui. 6 mois d'abord, puis une prolongation jusqu'au 31 décembre 2025. L'impact a été immédiat. Explosion des ventes de maillots, sponsors qui se battent pour être associés au retour du roi. Mais sur le terrain, la réalité était plus complexe. Une quinzaine de matchs disputés, des buts cruciaux qui ont sauvé Santos de la relégation, mais aussi des pépins physiques à répétition. Le 22 décembre, nouvelle opération du ménisque. Le corps ne suit plus, les rêves qui se heurtent au réel. Aujourd'hui, il a prolongé son contrat jusqu'à fin 2026, mais a de la rééducation prévue jusqu'en février 2026. Et une question qui plane, Neymar parviendra-t-il à retrouver son niveau pour disputer cette dernière Coupe du Monde ? Et vous, vous en pensez quoi ? Il peut revenir au top, ou alors c'est trop tard ? L'année 2025 à Lyon a commencé dans le chaos. Et quand je dis chaos, c'est un euphémisme. 28 janvier 2025, Pierre Sage, celui qui avait sauvé l'OL la saison précédente, est démis de ses fonctions. Un match nul frustrant à Nantes, une élimination surprise en Coupe de France contre Bourgoin-Jallieu. John Textor estime que le technicien n'incarne plus l'élan nécessaire. Pour le remplacer, l'OL mise sur l'expérience de Paulo Fonseca. Le Portugais, libre depuis son départ de Milan, arrive avec ses méthodes, son staff et sa vision. Mais à peine installé, tout bascule. Le 2 mars 2025, match contre Brest. Une décision de la VAR qui ne passe pas. Paulo Fonseca, connu pourtant pour son calme légendaire, explose face à l'arbitre, Benoît Millau. Altercation véhémente, mots qui dépassent, tension maximale. Le 5 mars, le jour de son 52e anniversaire, la sanction tombe. 9 mois de suspension. Oui, vous avez bien entendu, 9 mois. Interdiction totale d'accès aux vestiaires et aux bancs de touche pour les compétitions nationales jusqu'au 30 novembre. Résultat, Lyon navigue une grande partie de l'année avec un entraîneur en tribune. Les consignes passent par ses adjoints. La communication se fait à distance. Paradoxalement, le groupe se soude. Les joueurs manifestent un soutien indéfectible à leur coach lors des matchs européens. Seule rencontre où il peut encore officier sur le banc. On reviendra sur Lyon plus tard dans cette vidéo, parce que croyez-moi, leur histoire en 2025 ne fait que commencer. Direction l'Allemagne, où l'ordre naturel des choses a été rétabli. Après une saison 2023-2024 inhabituellement vierge de trophées, le Bayern Munich avait vécu l'impensable. Voir le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso tout rafler, voir la Bundesliga leur échapper pour la première fois depuis une éternité. Inacceptable pour un club habitué à régner sans partage sur le football allemand. Le 4 mai 2025, le verdict tombe avec 2 journées d'avance. Le Bayern Munich est sacré champion de Bundesliga pour la 33e fois de son histoire. Au cœur de cette reconquête, Harry Kane, 26 buts sur toute la campagne. L'Anglais qui continue de prouver qu'il est l'un des meilleurs attaquants de sa génération. Ce sacre marque la fin de l'interrègne de Leverkusen, une parenthèse refermée aussi vite qu'elle s'était ouverte. Car au Bayern, on ne se contente pas de gagner, on domine, on écrase, on rappelle qui commande. Et en 2025, le message était clair, le roi est de retour. Pendant que les hommes galéraient, les femmes, elles, brillaient. Le 16 mai 2025, au Groupama Stadium, l'OL Lyon décroche son 18e titre de championne de France. 18 fois que les Fenotes soulèvent le trophée. Une domination sans équivalent dans le football français. Cette année, le championnat se jouait sous forme de play-off. Et en finale, le choc au sommet, Lyon contre le Paris Saint-Germain. Ce sacre avait une saveur particulière, parce qu'il venait sauver une saison marquée par les déceptions. Élimination précoce en Ligue des Champions face à Arsenal en demi-finale. Défaite surprise en Coupe de France contre le Paris FC. Mais en championnat, aucune discussion possible. Saison régulière quasi parfaite. 20 victoires, 2 nuls en 22 matchs. 92 buts marqués.
seulement 7 encaissés. C'était aussi le dernier titre de Joe Montemurro sur le banc lyonnais. Et surtout, les adieux d'Eugénie Le Sommer. 15 ans de succès, une légende absolue qui sont menés la page. Le 17 mai 2025 restera une date sombre pour 3 noms historiques du football français. Montpellier, Reims et Saint-Étienne. 3 clubs relégués en Ligue 2 au terme d'une 34e journée dramatique. Pour Saint-Étienne, le coup est terrible. Après avoir fêté leur remontée en 2024, les Verts font l'ascenseur. Une seule saison dans l'élite et un retour en Ligue 2. 17e place. La chute est brutale pour un club mythique du football français. Montpellier, après 16 ans dans l'élite, termine 18e. La fin d'un cycle pour le club de la paillade. La famille Nicolin voit sa longévité au plus haut niveau se briser. Quant à Reims, ils ont craqué lors des barrages. Match nul à l'aller, puis défaite 3-1 au retour après prolongation face à Metz le 29 mai. La cruauté des barrages dans toute sa splendeur. Mais en face de ces chutes, il y a des montées historiques. Le FC Lorient fait son retour express en terminant champion de Ligue 2. Metz arrache sa montée en étant le bourreau de Reims. Et puis, il y a l'histoire de l'année, le Paris FC, 46 ans. 46 ans d'absence dans l'élite française. Et en 2025, le PFC retrouve la Ligue 1. Pour la première fois depuis des décennies, Paris aura ses vrais derbys. PSG, Paris FC, 2 clubs de la capitale qui vont enfin s'affronter au plus haut niveau. Le football français change de visage, et parfois ça fait mal. Mais ça fait aussi naître de nouvelles histoires, de nouveaux espoirs et de nouveaux derbys à vivre. Et pour la saison 2025-2026, quels sont vos pronostics pour la Ligue 1 ? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. 21 mai 2025, San Mamés, Bilbao, un stade, une finale 100% anglaise, et une malédiction qui s'apprête à voler un éclat. Tottenham contre Manchester United, en finale de l'Europa League. Pour les Spurs, ce n'est pas qu'une finale, c'est 17 ans d'attente. 17 ans sans trophée majeur depuis la League Cup de 2008. 41 ans sans sacre européen depuis 1984. Tottenham, ce club maudit qui collectionne les presque. Les finales perdues, les occasions manquées, les espoirs brisés. Mais ce soir-là, quelque chose de différent flotte dans l'air basque. 42e minute, centre détourné par Luke Shaw. Brennan Johnson surgit et marque. Ce but, c'est celui qui va tout changer. Le score ne bougera plus. Tottenham s'impose 1-0. Et c'est l'explosion. Les joueurs s'écroulent sur la pelouse. Les supporters pleurent dans les tribunes. Et Hung-min-Son, le capitaine fidèle, soulève enfin son premier trophée majeur après 10 saisons de loyauté absolue. L'image est forte. Son en larmes, le trophée au-dessus de sa tête, conscient que c'est aussi un adieu. Quelques semaines plus tard, il annoncera son départ pour le Los Angeles FC. Une saison de première ligue irrégulière, peu importe, la magie de la coupe a fait son œuvre. 2 jours plus tard, direction l'Italie, où une autre histoire s'écrivait en lettres d'or. 23 mai 2025, stade Diego Armando Maradona. Naples contre Cagliari, dernière journée. Et le Napoli, devant son peuple, décroche le 4e scudetto de son histoire. Mais ce qui rend ce sacre encore plus fou, c'est la manière. Cette saison de Serie A a été l'une des plus serrées de l'histoire du championnat italien. Le Napoli termine avec 82 points, l'Inter Milan 81 points. Un seul petit point d'écart. Un suspense insoutenable jusqu'au bout. 2 géants qui se sont livrés une bataille acharnée pendant des mois. Et au final, c'est Naples qui l'emporte. Les hommes clés de cette épopée, Scott McTominay, véritable révélation, élu MVP de la Serie A. Romelu Lukaku, indispensable devant avec 14 buts et 10 passes décisives. Amir Rahmani, le patron de cette défense de fer. Et puis, il y a eu la Liesse, la ville qui explose pendant plusieurs jours. Les quartiers espagnols transformés en marée bleue. La Piazza del Plebiscito, submergée par les supporters. Tout ça sous l'ombre éternelle de Maradona, le dieu qui regarde ses enfants soulever un nouveau scudetto. 24 mai 2025, Lisbonne. Le football féminin s'apprête à vivre un moment historique. Arsenal Women's FC contre le FC Barcelone en finale de l'UEFA Women's Champions League. 38 356 spectateurs dans le stade. Le monde entier, les yeux rivés sur cette affiche de rêve. D'un côté, Barcelone, le club qui a dominé l'Europe ces dernières années. 2 titres consécutifs en Champions League en 2023 et 2024. Un triple historique à portée de main. De l'autre, Arsenal. 18 ans d'attente pour un titre européen. 18 ans de frustration, d'échec, de presque. Et ce soir-là, tout bascule. 74e minute, Stina Blackstenius surgit et marque. 1-0 pour Arsenal. Le but qui change tout. Le but qui prive Barcelone d'un triplé légendaire. Le but qui offre aux Gunners leur premier sacre européen depuis 2007. Arsenal tient, défend, souffre, mais ne craque pas. Ce titre représente bien plus qu'un trophée. C'est la validation du modèle de développement de la Women's Super League. Le championnat anglais devient officiellement le plus compétitif au monde. C'est aussi la preuve que les clubs anglais ne se contentent plus de l'image. Ils investissent, ils structurent, ils visent l'excellence sportive. Arsenal a brisé l'hégémonie barcelonaise et du même coup ouvert une nouvelle ère dans le football féminin européen. Le football féminin continue son ascension et Arsenal vient d'en écrire l'une des plus belles pages. D'ailleurs, quel est votre pronostic pour cette saison 2025-2026 et qui voyez-vous remporter cette Women's Champions League ? Et là, on fait une pause dans les célébrations, parce qu'à la 9e place de notre chronologie, il faut rendre hommage.
17 juin 2025. Bernard Lacombe nous quitte à l'âge de 72 ans. Pour beaucoup, ce nom vous dit peut-être pas grand-chose, mais pour le football français, c'est un pilier qui s'effondre. Bernard Lacombe, c'est avant tout un chiffre vertigineux, 255 buts en championnat de France. Le meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue 1. L'enfant de Lyon, formé au club, qui débute en 1969, le renard des surfaces par excellence. Et puis, il y a aussi 1984, l'Euro, le Carré d'As, Platini, Giresse, Ticana et Lacombe, le premier titre majeur de l'équipe de France. Mais si Lacombe reste dans toutes les mémoires lyonnaises, c'est aussi et surtout pour ce qu'il a fait après sa carrière. Dirigeant visionnaire aux côtés de Jean-Michel Aulas, il a été l'architecte des 7 titres consécutifs de l'OL, de 2002 à 2008. C'est lui qui a eu le nez creux pour faire venir Juninho, Sonny Anderson, Michael Essien. C'est lui qui, dans l'ombre, a bâti cette équipe légendaire. Toujours présent à l'entraînement, lien vital entre le joueur et les bureaux, confidence des joueurs, garant de l'identité lyonnaise. Bernard Lacombe, c'était aussi une personnalité, un accent chantant, un humour piquant et une humanité débordante. Son décès a provoqué une onde de choc qui a dépassé les frontières de Lyon. Le monde du football a salué un homme d'une fidélité rare, un passionné du beau jeu, un mentor discret mais essentiel. Repose en paix Bernard, le football français ne t'oubliera jamais. Le même jour, à Berlin, le football allemand célébrait la magie de la coupe. L'Arminia Bielefeld, pensionnaire de 3e division, oui 3e division allemande, a atteint la finale de DFB Pokal. Un parcours digne d'un conte de fées. L'Arminia Bielefeld devient le premier club de 3e division à atteindre ce stade de la compétition depuis 2001. En finale face à Stuttgart, Bielefeld s'incline 4-2. Mais peu importe le résultat, cette équipe a écrit l'une des plus belles histoires de l'année. Prouver que malgré l'influence croissante des capitaux, malgré le fossé entre les divisions, la magie du football existe encore. Bielefeld n'a pas gagné la coupe, mais ils ont gagné les cœurs, et parfois, c'est encore plus beau. Retour en Angleterre, le 27 avril 2025. Liverpool est sacré champion d'Angleterre pour la 20e fois de son histoire. Mais ce qui rend ce sacre encore plus fou, c'est le contexte. Parce que cette saison, c'est la première sans Jürgen Klopp, l'homme qui a ramené Liverpool au sommet. Après son départ, tout le monde se posait la même question. Comment faire après Klopp? La réponse s'appelle Arne Slot. Le technicien néerlandais débarque avec un énorme poids sur ses épaules, succédé à une légende. Mais Slot ne cherche pas à copier Klopp. Il apporte sa propre vision, mais il garde l'essentiel, l'intensité du pressing, l'âme d'Anfield, la passion des Reds. Le trophée sera officiellement soulevé le 25 mai 2025, lors de la dernière journée face à Crystal Palace, et Anfield explose. Les chants résonnent, les larmes coulent. Liverpool prouve que la transition, quand elle est anticipée avec intelligence, peut devenir une opportunité. Arne Slot devient le premier entraîneur néerlandais à remporter la Première Ligue, et il entre déjà dans la légende des Reds. 31 mai 2025. Allianz Arena, Munich. La nuit où tout a basculé pour le football français. Paris Saint-Germain contre Inter Milan. Finale de la Champions League. 14 ans. 14 ans que les propriétaires qataris avaient pris les rênes du club avec un seul objectif. Soulever cette coupe aux grandes oreilles. 14 ans de rêves brisés, d'éliminations traumatisantes, de plafonds de verre jamais franchis, la remontada en 2017, la finale perdue contre le Bayern en 2020, les humiliations en répétition malgré des effectifs galactiques. Mais ce soir-là, à Munich, tout change. Le PSG ne tremble pas, ne doute pas, n'a pas peur. Il domine, écrase et conquiert. Score final 5-0, 5-0, en finale de Ligue des Champions, le plus large écart jamais enregistré dans l'histoire de cette compétition. Ce n'est pas une victoire, c'est une déclaration. Et l'image qui restera gravée à jamais, Marquinhos, capitaine fidèle depuis 12 ans, soulevant enfin le trophée. Le même où le club avait tant souffert par le passé. Ce sacre efface toutes les blessures, toutes les larmes, tous les doutes. Luis Enrique a privilégié l'identité collective aux individualités. Et ça a fonctionné au-delà de toutes les espérances. 32 ans après l'Olympique de Marseille, le PSG apporte une deuxième Ligue des Champions à la France et rejoint le cercle très fermé des géants d'Europe. Mais une question reste en suspens. Est-ce que le PSG de Luis Enrique réussira encore cette année à récupérer cette Ligue des Champions? 8 juin 2025, Allianz Arena, Munich. Encore une finale, encore l'histoire qui s'écrit. Cette fois, c'est le Portugal qui entre en scène. Face à l'Espagne, un derby ibérique sous haute tension. Finale de la Ligue des Nations. Le Portugal cherche à devenir la première nation à remporter cette compétition à plusieurs reprises. Mais le match va être un calvaire. Le Portugal est mené 2-0. Le rêve s'éloigne, mais la Seleção ne lâche jamais rien. Le match file en prolongation. Aucune des deux équipes ne parvient à faire la différence. Tir au but. Et c'est là que Diogo Costa devient le héros de la soirée. Le Portugal s'impose 5-3 dans cette séance de tir au but. Deuxième Ligue des Nations pour la Seleção. Première nation à remporter cette compétition 2 fois. Le Portugal a prouvé sa résilience mentale, sa capacité à renverser les situations impossibles, sa richesse de talent capable de mêler expérience et fougue. Et puis, sous l'ombre de Cristiano Ronaldo, une nouvelle génération émerge, prête à écrire sa propre histoire. Du 14 juin au 13 juillet 2025, les États-Unis ont accueilli un événement inédit. Le premier mondial des clubs de la FIFA dans son format élargi,
à 32 équipes. Un mois de compétition, un tournoi qui se vaut l'équivalent de la Coupe du Monde, mais pour les clubs. Chelsea remporte finalement ce tournoi après un parcours exigeant. Mais au-delà du vainqueur, c'est le concept même de cette compétition qui fait débat. La FIFA a réussi son pari commercial, occuper l'espace médiatique estival, créer un événement capable de rivaliser avec l'exposition d'une Coupe du Monde. Mais voilà, beaucoup de suiveurs n'ont pas regardé, parce que c'est peut-être le symbole d'une compétition de trop, sans réelle saveur, sans véritable enjeu émotionnel. Les joueurs, déjà soumis à des calendriers surchargés, ont affiché des signes de fatigue. Les clubs ont dû gérer des effectifs épuisés, et la question s'est posée, a-t-on vraiment besoin de ça? Et vous, qu'avez-vous pensé de ce mondial des clubs? Dites-le moi en commentaire. On revient à Lyon, parce que rappelez-vous, on vous avait dit qu'on y reviendrait, et là, on touche le drame absolu. Le 24 juin 2025, l'Olympique Lyonnais vient de terminer sa saison. 6ème place, qualification européenne. Tout va bien, pas du tout. Ce jour-là, la DNCG, le gendarme financier du football français, frappe un grand coup. Rétrogradation administrative de l'OL en Ligue 2. Oui, vous avez bien entendu. Lyon, club historique du football français, 7 fois champion de France consécutif dans les années 2000, est relégué administrativement. Le motif, manque de garantie financière sur la dette colossale du groupe Eagle Football. C'est le séisme, les supporters sont sous le choc. Le club semble au bord du précipice. Pendant 2 semaines, l'incertitude est totale. Puis, le 9 juillet 2025, l'audience d'appel. Michael Gerlinger et surtout Michel Kang, la nouvelle présidente qui rassure les instances sur la gestion du club, présente des éléments nouveaux. Le verdict tombe, maintien en Ligue 1, mais avec un encadrement strict de la masse salariale. Le miracle lyonnais vient de se produire. Et aujourd'hui, Lyon respire, mais la menace plane toujours. Cet épisode rappelle la fragilité financière de certains clubs français, la folie des dépenses et les modèles économiques qui s'effondrent. Et vous, quels sont vos pronostics pour cette saison lyonnaise? Dites-le moi en commentaire. 10 juillet 2025, une révolution silencieuse s'opère dans le football français. Après la fin anticipée du contrat avec DAZN, la LFP dévoile officiellement Ligue 1+, sa propre plateforme de diffusion directe. Pour la première fois, la Ligue reprend le contrôle total sur son produit. Fini la dépendance vis-à-vis de diffuseurs externes, sauf encore beIN. Fini les contrats ratés, fini les crises à répétition. Le modèle direct to consumer est lancé. Avant cette révolution, le système était à bout de souffle. Il y eut le fiasco Mediapro, puis DAZN. Et surtout, le prix pour le consommateur était devenu insupportable. Résultat, piratage massif et désintérêt croissant. Avec Ligue 1+, tout change. Des tarifs abordables. Et dès septembre 2025, la chaîne franchit la barre du million d'abonnés, dépassant toutes les prévisions. Le classique PSG-OM de septembre réalise un pic à 1,4 million de téléspectateurs. Mais le défi reste immense. Contrairement aux anciens modèles, il n'y a plus de minimum garanti pour un diffuseur. Le succès de la chaîne conditionne directement le budget des clubs. C'est un pari sur le long terme, mais un pari nécessaire pour que le football français reprenne son destin en main. Le 27 juillet 2025, Parc Saint-Jacques, à Bâle. Le football féminin vit un moment historique. Finale de l'Euro féminin, organisée en Suisse. Angleterre contre Espagne, un choc de titans, les deux meilleures nations du moment face à face. L'Espagne, championne du monde en titre, cherche à prouver sa domination. L'Angleterre, championne d'Europe en titre, veut conserver sa couronne. Et surtout prendre sa revanche sur la finale du mondial 2023, perdue face à cette même Espagne. Le match est un bras de fer tactique intense. Les deux équipes se rendent coup pour coup, mais personne ne parvient à faire la différence. Prolongation, toujours rien. Tir au but. Et comme en 2022, c'est Chloé Kelly qui inscrit le tir au but libérateur. Les Lyonnaises conservent leur titre et confirment leur domination sous l'ère de Sarina Wiegman. Pour Wiegman, c'est son 3e Euro consécutif en tant qu'entraîneur, 2017 avec les Pays-Bas, 2022 et 2025 avec l'Angleterre. Un accomplissement extraordinaire. L'Euro 2025 a été un immense succès populaire, plus de 730 000 billets vendus, des records d'affluence battus. Le football féminin continue son ascension fulgurante et l'Angleterre s'impose comme la référence mondiale. 22 septembre 2025, Théâtre du Châtelet, Paris, la soirée la plus importante du football mondial, la cérémonie du Ballon d'Or. Et ce soir-là, un Français va inscrire son nom dans l'histoire. Longtemps étiqueté comme un talent gâché, trop fragile, trop irrégulier, trop de blessures. Mais en 2025, il a tout changé. Sous les ordres de Luis Enrique au PSG, il s'est transformé. Les chiffres de sa saison 2024-2025 sont vertigineux. Plus de dribbles stériles, place aux passes clés, à la lucidité devant le but. Et surtout, il est devenu le premier défenseur du PSG. 53 matchs disputés sur la saison, un record pour lui. Discipline de fer, staff personnel, nutritionniste, préparateur. Dembélé a mis tout en place pour rester au top. Et le 22 septembre, il récolte la récompense ultime, le Ballon d'Or. Il est le 6e Français de l'histoire à soulever ce trophée. Remis par la légende Ronaldinho, Dembélé dédie ce titre au collectif. Ce sacre marque la fin du talent gâché et le début d'une ère où Dembélé est officiellement le meilleur joueur du monde. La revanche est totale sur les blessures, sur les critiques, sur les doutes. Même soirée, même cérémonie, mais une autre légende qui continue de s'écrire. Aitana Bonmati conserve son Ballon d'Or féminin pour la 3e année consécutive, 2023, 2024, 2025. Un triplé historique.
Une performance unique dans l'histoire du football féminin. Elle dépasse sa coéquipière Alexa Putellas, double lauréate, pour devenir la seule joueuse au monde à détenir 3 trophées dorés. Sous les couleurs du FC Barcelone, elle a été le moteur d'un nouveau triplé national. Liga féminine, Coupe de la Reine et Supercoupe d'Espagne. À 27 ans, elle est au sommet de son art absolu. Son intelligence de jeu, sa capacité à dicter le tempo, sa vision du football, tout éblouit. Mais en décembre 2025, un coup dur. Fracture du péroné. Intervention chirurgicale, éloignement des terrains pour plusieurs mois. Ce repos forcé n'entache en rien son année parfaite. Souvenez-vous, on a évoqué précédemment Liverpool, champion d'Angleterre. On a parlé du Portugal, vainqueur de la Ligue des Nations, de sacres, de moments de gloire. Et au cœur de ces triomphes, il y avait un homme, Diogo Jota, attaquant de Liverpool, international portugais, 28 ans, au sommet de sa carrière. Le 3 juillet 2025, moins d'un mois après avoir remporté la Ligue des Nations, quelques semaines après avoir soulevé le titre de la Première Ligue, Diogo Jota décède dans un accident de voiture. La nouvelle tombe comme un coup de massue. Le Portugal est sous le choc. Liverpool est en deuil. Le monde du football pleure. Ce qui rend cette tragédie encore plus insupportable, c'est le timing cruel des événements. Le 22 juin 2025, seulement 11 jours avant l'incident, Diogo épousait sa compagne de longue date, Ruth Cardoso, à Porto. Un mariage, une famille, un bonheur pur. Et puis, le drame. Diogo Jota et son frère perdent la vie. Il était connu pour être un papa poule, célébrant souvent ses buts en faisant référence à sa famille. Depuis le début de la saison 2025-2026, Liverpool n'est plus la même équipe. Le club traverse une période très difficile sportivement. L'ombre de Jota plane sur chaque match. Le numéro 20 a été retiré. Une fresque géante a été inaugurée près d'Anfield. Le 27 décembre 2025, lors du dernier match de l'année, ses enfants ont été invités sur la pelouse pour rendre un dernier hommage qui a ému le monde entier. Diogo Jota restera à jamais dans les mémoires, comme un champion, comme un père aimant, comme un homme bon. Le 4 novembre 2025 à Turin, une nouvelle génération prend le pouvoir. Désiré Doué est officiellement sacré Golden Boy 2025 par le quotidien italien Tuttosport. Succédant à Lamine Yamal, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain rejoint le cercle très fermé des Français ayant obtenu cette distinction. Le score des votes, un plébiscite. 450 points sur 500 possibles. Il survole littéralement le scrutin, devançant largement Arda Güler et Pau Cubarsí. Sa saison 2024-2025 a été stratosphérique. Le sommet, la finale de la Ligue des Champions 2025, contre l'Inter Milan, où il réalise une performance légendaire. Un doublé, une passe décisive. À 19 ans, Désiré Doué est déjà une star mondiale, et le meilleur reste probablement à venir. Jusqu'où voyez-vous aller Désiré Doué? Dites-le moi en commentaire. 17 décembre 2025, Doha, Qatar. Le Paris Saint-Germain entre dans la légende. Finale de la Coupe intercontinentale de la FIFA. Paris Saint-Germain contre Flamengo. 1-1 après le temps réglementaire. Séance de tir au but. Et là, Matvei Savonov devient le héros inattendu. Le gardien russe passe de doublure à sauveur et stoppe 4 tentatives adverses. Résultat, le PSG l'emporte. Le trophée est soulevé et avec lui, le Paris Saint-Germain réalise un exploit historique. Le sextuplé. 6 trophées remportés sur l'année civile 2025. Trophée des champions. Ligue des champions. Ligue 1. Coupe de France, Supercoupe de l'UEFA, Coupe intercontinentale de la FIFA, 6 trophées sur 6 possibles, presque. Il manque un seul titre pour réaliser le septuplé parfait, et le record historique, la Coupe du Monde des clubs, défaite 3-0 en finale contre Chelsea en juillet, dans une compétition sans saveur. L'unique ombre au tableau d'une année où Paris a régné sur la France, l'Europe et le monde. Le PSG rejoint le cercle ultra restreint des clubs ayant réalisé un sextuplé, après le FC Barcelone en 2009 et le Bayern Munich en 2020. L'année 2025 restera quand même la plus grande épopée de l'histoire du football français. Le PSG a effacé des décennies de doutes pour s'installer comme la référence mondiale absolue. Et une question demeure toujours, jusqu'où ira le PSG de Luis Enrique ? 21 décembre 2025, l'Afrique s'est tournée vers le Maroc pour l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Match d'ouverture à Rabat. Le pays hôte, le Maroc, oppose les Comores devant une affluence record. Un mois de compétition s'ouvre. Un mois où le football africain va démontrer ses progrès structurels et la qualité de ses infrastructures. Pour le Maroc, cet événement sert de répétition générale. Le pays co-organisera la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Et cette CAN confirme sa capacité à accueillir des événements de dimension planétaire. Actuellement, la compétition bat son plein, et le continent tout entier vibre au rythme de ses nations. C'est la sensation de cette fin d'année 2025. Le RC Lens occupe la première place de Ligue 1 à la fin de l'année, devant le Paris Saint-Germain, d'un petit point. Et ce succès porte la signature d'un homme, Pierre Sage. Rappelez-vous, on a parlé de lui plus tôt dans cette vidéo. Pierre Sage démis de ses fonctions à Lyon en janvier 2025 malgré son rôle de sauveur la saison précédente. À l'été 2025, il débarque à Lens et transforme les 100 et or en machine de guerre tactique. Il importe sa philosophie de jeu à Bollaert, pragmatique mais audacieuse, utilisation parfaite des pistons, une identité forte qui fait trembler toute la Ligue 1. Comme à Lyon, il redonne confiance à des joueurs qui stagnaient. Il intègre parfaitement les recrues estivales comme Malang Sarr ou Thauvin. Sous sa houlette, Lens bat Marseille et Lille à Bollaert, écrase Monaco à Louis II. À la trêve de Noël, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Premier avec 37 points, meilleure défense du championnat avec seulement 13 buts encaissés.
À domicile, une forteresse. 7 victoires, une défaite. Aucun match nul. Si le PSG de Luis Enrique survole l'Europe avec son sextuplé, il a trouvé en Lens un rival acharné sur la scène nationale. Pierre Sage prouve une chose essentielle. Le génie ne s'éteint pas. Et maintenant la question qui hante toute la France. Est-ce que Lens finira champion devant le PSG à la fin de la saison? Et le dernier événement marquant de cette année a eu lieu le 26 décembre 2025. Jean-Louis Gasset nous quitte à l'âge de 72 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas ce nom, laissez-moi vous raconter qui il était. Ancien joueur et entraîneur emblématique de Montpellier, son club de toujours, le pompier de service au grand cœur, celui qu'on appelait quand tout allait mal, celui capable de redresser des situations désespérées. Saint-Étienne, Marseille, à chaque fois il a sauvé des clubs en perdition. Jean-Louis Gasset restera dans les mémoires comme un tacticien d'une finesse tactique rare, mais surtout comme un homme d'une intégrité qui faisait l'unanimité. Dans un milieu souvent jugé cynique, il incarnait la loyauté, la passion, l'humilité. Il n'a jamais cherché les projecteurs, jamais réclamé la gloire. Il voulait juste sauver, construire, transmettre. Et il l'a fait toute sa vie. Sa disparition marque la fin d'une année 2025 riche en contrastes. Merci Jean-Louis, le football français te sera toujours reconnaissant. Mais avant de conclure cette vidéo, il y a encore quelques histoires qu'on ne peut pas ignorer. Le sacre de Bologne en Coupe d'Italie, où Bologne a créé la sensation en souvent la Coppa Italia au stade olympique de Rome. Victoire 1-0 contre le Milan, grâce à un but de Dan Endoy. Premier titre majeur depuis 1974. Le renouveau d'un club historique du calcio. L'épopée de Crystal Palace en FA Cup. Dans un stade de Wembley comblé, Crystal Palace a remporté son premier trophée majeur. Victoire 1-0 contre Manchester City. Un but des Berrecchiese à la 16e minute. Les Eagles ont terrassé les champions de Pep Guardiola. Une victoire inoubliable pour un club qui attendait ça depuis toujours. Aberdeen a mis fin à 35 ans d'attente en remportant la Scottish Cup à Hampden Park. Les Dons sont triomphés du Celtic au cœur d'une séance de tir au but haletante. Premier sacre dans cette compétition depuis 1990. La magie de la coupe dans toute sa splendeur. À Quito, le Brésil a confirmé sa suprématie sud-américaine en remportant son 9e titre. Finale épique contre la Colombie. Victoire au tir au but. Portée par une Marta éternelle, élue meilleure joueuse du tournoi. La légende brésilienne continue d'écrire son histoire. Flamengo a remporté sa 4e Copa Libertadores. Victoire 1-0 face à Palmeiras au stade monumental de Lima. Revanche de la finale de 2021. Et puis, il y a cette révolution silencieuse menée par Zak Nani, celui qui a changé le système des droits TV en récupérant à lui seul les matchs de la Saudi Pro League et de la Coupe d'Arabie Saoudite, des supercoupes dans le monde entier, les matchs des espoirs. Un modèle disruptif qui pourrait redéfinir l'économie du football dans les années à venir. Autant d'histoires qui ont marqué 2025 à leur manière, des exploits, des premières fois, des révolutions. Et voilà, on arrive au terme de cette rétrospective de l'année 2025. Une année qui restera gravée dans les mémoires, une année où le football nous a tout donné, des sacres historiques, des retours émouvants, des adieux déchirants, des exploits inattendus, des révolutions et des consécrations individuelles. Mais surtout, 2025 nous a rappelé pourquoi on aime ce sport. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que 2026 pourra faire mieux? Et c'est là que vous entrez en jeu, car dans cette vidéo, j'ai sûrement oublié des événements, des moments qui vous ont marqué, des histoires qui mériteraient d'être racontées. Alors dites-moi en commentaire qu'est-ce qui s'est passé d'autre en 2025 et que j'aurais oublié de raconter. Quel événement vous a le plus marqué en 2025 et quels sont vos pronostics pour l'année 2026? Avant de terminer, je voulais vous remercier pour cette année 2025. Merci d'avoir été là tout au long de l'année. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci de continuer à faire avancer cette chaîne, parce que sans vous, rien ne serait possible. 2026 s'annonce incroyable et j'ai hâte de le vivre avec vous. Alors je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2026 vous apporte joie, santé, réussite et surtout des moments de foot inoubliables. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager, ça aide à faire avancer la chaîne. Mais surtout n'oublie pas, ce n'est pas que du football.